14 décembre 2009. Car c'est ainsi, 5e partie. En ce 30 décembre 1953, les rues marchandes avaient un air de fête. Des faisans, des lièvres, du petit gibier à poil ou à plumes, des rangées de pâtés, des guirlandes de saucisses, des rots à la chair rosée, composaient autant de nature morte dont je me régalais en passant devant les vitrines décorées avec amour. Ce goût de la kermesse, je dois le tenir de ma famille paternelle, issue de la Flandre française. La richesse pour le plaisir, et non par avidité, la satiété par la gourmandise, et non par goinfrerie, la mesure jusque dans l'excès, et cette joie de festoyer avec des êtres chers, voilà ce que j'ai appris de mes grands-parents, tout autant que de la peinture flamande. Quelle différence, me disais-je en me hâtant vers les jardins du Sénat, quelle différence en effet entre une composition de Franz Snyders, peignant, dans un raffinement de couleurs, de désir et de sensualité, un étal de gibier, de corbeilles de fruits ou de légumes, et la table familiale aux jours carillonnés, quand dansaient entre les bouteilles des plats, des mets, des fumets, jusqu'à plus soif, jusqu'à plus faim. Repas de Noël, du 1er janvier ou de Pâques, pour ne rien dire de quelques saints patrons qui servaient d'étape ou de relais au long de l'année, on s'y était préparé. On en avait parlé. On l'avait même imaginé, avec de grandes certitudes. Bonne maman est une bonne cuisinière. Et puis l'heure venue, une fois assis autour de la grande table en nappe d'apparat, parmi les verres en cristal, l'argenterie des couverts et les belles assiettes blanches à filets dorés, nous attendions, tout tourné vers le maître de maison. Mon grand-père, qu'il attaqua le premier hors-d'œuvre, fourchette gaillarde et visage rosi des bonheurs à venir. Quel silence alors! Cette rencontre m'avait si fort requis que j'avais oublié jusqu'au réveillon du lendemain. Me le rappela la pratique qui se hâtait vers les magasins, tandis que, de mon côté, je pressais le pas. Comment aurais-je pu ne pas déférer à l'invite de Camus? Serrant sous le bras l'exemplaire du Portrait de Monsieur Pouget, qu'il m'avait offert au moment où je le quittais, j'allais dans le jour déclinant et froid. Tant de rues, tant de maisons, tant d'indifférence, jamais, pensais-je, ne m'habituerais à cette ville. Des restes de neige rendaient glissants les trottoirs. Des gens, tout resserrés sur eux-mêmes, figuraient un peuple de sourds, de muets, d'aveugles. Terrible pensée soudain. Me secourrait-on si je venais à tomber? Solitude, extrême solitude. Après ces minutes d'intense exaltation. D'obscures réflexions à demi formulées, liées à ces chutes brutales dans le temps de la ville, me hantaient quand se dressèrent devant moi les grilles du jardin du Luxembourg. Par le seul fait qu'il m'eût conseillé de découvrir ce jardin, je sentais Camus proche de moi, comme s'il m'accompagnait. Cette rencontre m'avait à ce point bouleversée que je m'acharnais à prolonger des minutes que je voyais s'effacer peu à peu et que j'essayais de garder vives et présentes. Tout ce que je venais de vivre dans ce modeste bureau était à revivre, non point dans un souvenir destiné à s'estomper, mais selon un récit nourri de sensations, de sons et d'odeurs. Ainsi, je respirais, les yeux fermés, l'air humide et glacé de cette fin d'après-midi, afin de m'en pénétrer tout en nommant avec la plus grande précision des senteurs de sous-bois, de terre mouillée, de feuilles pourrissantes. Je m'y employais de manière si obstinée que je ne peux plus déambuler désormais dans ces lieux, fût-ce en plein été,
sans être assaillie de ses fragrances. Je sais que loin de provenir d'un passé lointain, elle ne demande qu'à effleurer, dans la vérité d'un présent sans cesse renouvelé. Combien de fois n'ai-je pas écrit que nous étions contemporains de nos douleurs les plus anciennes? La formule vaut aussi pour nos joies. J'allais au hasard des allées, hésitant ici, m'arrêtant là, tel un homme incertain. Qui m'aurait observé eût pensé que j'étais ivre. Au vrai, j'étais en quête de moi-même. Ma joie confinée à une sorte d'enthousiasme. Ne venais-je pas de rencontrer l'écrivain qui avait éveillé en moi le désir d'écrire? L'écrivain, c'est peu dire. Le maître plutôt, bien qu'il s'en défendît. Le maître à penser, le maître à vivre, le maître à aimer, à supposer que penser, vivre, aimer ne fussent pas des synonymes. Aujourd'hui encore, lorsqu'il m'arrive de traverser ces hautes futaies, il me semble retrouver tapis au fond de moi cette émotion, cet élan, cette ivresse. À cause de l'heure tardive et du froid, les promeneurs étaient rares. Le jardin m'appartenait. Du coup, je cessais d'être solitaire. Étrange paradoxe. Ma solitude, loin d'être subie, devenait active. J'avais à m'approprier à tout jamais ce que Camus m'avait offert dans l'air confiné de son bureau. L'air vif me fouettait. Avançant entre les arbres, j'allais d'une statue à une autre, admirant l'immobile cortège des reines de France, toutes de blancheur entre ces troncs noirs. Je vis alors s'édifier autour de moi une sorte de temple dédié à la mort. Loin d'être pressée d'en sortir, je me sentis accordée à ces lieux. Sans que j'en fusse conscient, mes pas me portèrent vers un endroit qui me semblait être un jardin dans le jardin. De nombreuses statues m'y attendaient, que je saluais au passage, découvrant ici Flaubert, là Stendhal, là encore George Sand ou le comte de Lisle. Le froid me pénétrait, non pas comme osseuse pour éprouver et exciter ma force vitale. C'était un froid qui rencontrait le mal-être que je sentais monter en moi. Qu'allais-je devenir? Cette rencontre, qui m'avait élevé si haut, me laissait en définitive un goût amer. Jamais je ne me montrerais digne de ce que cet entretien avait éveillé en moi et que je ne savais définir. Main dans les poches de mon manteau, le cou dans les épaules, j'avais l'impression de passer en revue les gloires éteintes de mon pays. Des mots agitaient mon esprit. Des mots surgis à chacun de mes pas, à chacune de mes haltes. Orgueil, folie, talent, gloire, que sais-je encore. Remontant vers le centre du jardin, je m'arrêtais, épuisée. Mon errance intérieure était trop lourde à supporter. Devant moi, alors que je m'adossais à un arbre, se déploya, masse sombre, à peine distincte de la nuit, la façade du palais du Luxembourg. Des coups de sifflet annonçaient la fermeture des grilles, et il me fallut prendre sur moi, me détacher de ce tronc hospitalier et m'arracher à la contemplation de cette vieille demeure royale.